Bonjour, alors aujourd'hui, on va donc finir le chapitre 1 sur les torseurs. Alors j'ai exprès exploité ce chapitre parce que c'est un chapitre qui est très intéressant, comme je vous l'avais déjà dit. Et alors malgré la vitesse et tout ça, donc on ne peut pas faire autrement. Alors je vais donc finir ce chapitre en commençant d'abord par les invariants d'un torseur. Donc il faut donc continuer ce qu'on a déjà fait. Donc invariant, ou bien invariant. Alors je vais commencer par les invariants. Invariant, je vais mettre un S hein, d'un torseur. Voilà. Alors je suppose donc soit taux. Alors je vais commencer par un torseur, soit taux. La résistance générale, un point A, le moment au point A. Donc c'est ça la notation que nous avons adoptée pour le torseur. Alors on va définir ce qu'on appelle l'invariant scalaire. Donc les invariants, on va définir l'invariant scalaire. L'invariant scalaire. Alors par définition, l'invariant scalaire qu'on note I, l'invariant scalaire noté I est donné par I est égal à R scalaire le moment au point A du torseur. Si vous avez un torseur donné en un point A, quelconque, et si vous prenez le produit scalaire de R par U de A, alors ce produit-là est un scalaire et c'est un invariant, c'est-à-dire invariant, il ne dépend pas, c'est un scalaire qui est indépendant du point où on exprime le torseur. Alors, vous avez donc l'invariant scalaire par définition est égal à I, c'est I est égal à R scalaire U de A. Une fois que vous avez un torseur, le torseur il est exprimé en un point, n'importe quel point, vous prenez le produit scalaire R fois le moment au point où est exprimé le torseur. Et vous aurez l'invariant scalaire. Alors cet invariant scalaire, il est indépendant du point où est exprimé le torseur. En effet, alors si vous exprimez votre torseur en un autre point B, par exemple, si j'exprime mon torseur en un autre point B, je vais avoir R et U de B. Avec U de B, d'après la loi de distribution des moments, vous aurez c'est U de B est égal à U de A plus R vectoriel AB. Et si je calcule encore une fois R scalaire U de B, comme ce que j'ai fait là-bas, donc si je calcule R scalaire UB, je vais avoir R scalaire UB est égal à R scalaire U de B, je le remplace par sa valeur qui est ici, c'est U de A plus R vectoriel AB, je vais avoir R U de A plus R scalaire R vectoriel AB. Et donc je vais avoir ceci. Et R scalaire R vectoriel AB est égal à 0, c'est un produit mixte qui est égal à 0 parce que vous avez deux fois le même vecteur. Il vous reste R U de B est égal à R U de A. Vous voyez très bien que R U de A, c'est bien l'invariant scalaire. Donc vous voyez très bien que votre invariant scalaire ne dépend pas du point où est exprimé le torseur. On va définir un autre, bien sûr je ne vais pas faire la démonstration, mais c'est un autre invariant, c'est l'invariant vectoriel, qui est le frère de l'invariant scalaire, si vous voulez. Alors, vous avez l'invariant vectoriel, même chose. Je pars d'un torseur donné au point A, et je vais calculer l'invariant vectoriel. Eh bien, l'invariant vectoriel, par définition, que je note un I avec une flèche pour dire que c'est un vecteur, est égal à R scalaire U de A. Vous voyez, R scalaire U de A, c'est ce morceau-là, c'est votre invariant scalaire. Ça, c'est votre invariant scalaire. Sur R2 c'est R scalaire R, hein, et multiplié par R, scalairement par R. Tout ça, c'est un scalaire. Hein. Ça, c'est un scalaire. Bien sûr, R ne dépend pas du point où on exprime le torseur. Ceci ne dépend pas du point où on exprime le torseur. Et vous avez votre invariant scalaire ne dépend pas non plus du point où on exprime le torseur. Vous avez donc un invariant scalaire, un invariant vectoriel. Alors, on va passer donc à la notion d'axe central. Alors, l'axe central d'un torseur, alors par définition, toujours, je vais partir d'un torseur exprimé en un point A, n'importe quel point A, vous avez votre torseur, il est exprimé en un point A, vous avez ce torseur. Alors, je suppose, pour l'axe central, uniquement pour l'axe central, je suppose que
la résultante de ce torseur en supposant plus, on suppose que cette résultante est non nulle pour ne pas avoir de problème, avoir de problème lorsqu'on veut faire la division. Je suppose que R est différent de 0. Alors, par définition, l'axe central du torseur, qu'on note, notez TA, notez delta, du torseur tau, est l'ensemble des points, je vais mettre un P, des points P de l'espace, de coordonnées x, y, z, je prendrai le point de l'espace de coordonnées x, y, z, tel que le moment au point P du torseur est parallèle à R. C'est l'ensemble des points P de l'espace tel que le moment est parallèle à la résultante. Ah ben c'est quoi ça? Alors voilà la définition, delta est égal à l'ensemble des points P de R3, P, X, Y, je mettrai X, Y, Z qui appartient à l'espace, appartenant à R3, tel que le moment au point P est parallèle à R. Ça, c'est la définition. Bien sûr, il ne faut pas oublier que R est supposé, ici on suppose que R est différent de 0, on suppose bien sûr que R est non nul. Parce que dans le cas où R est égal à 0, vous allez voir que l'ensemble des points P où le moment de P est parallèle à 0, c'est l'espace entier, c'est R3, c'est plus un axe. D'accord? Et donc dans le cas où la résultante est égale à 0, vous aurez R3 entier. Et nous, on cherche un axe. Par définition, un axe, c'est une droite. C'est une droite delta. C'est une droite delta qu'on va chercher par la suite. Alors, on va faire juste une petite démonstration pour utiliser cet invariant vectoriel. Alors, on va démontrer d'abord qu'un point P qui appartient à delta, à l'axe central, un point P, on va faire la démonstration suivante, un point P, alors donc, c'est une propriété ou bien c'est une conséquence de ce qu'on a défini de la droite delta. Donc vous avez un point P appartenant à delta, si seulement si le moment en P est égal à I. Si seulement si le moment en P est égal à I, est égal à ce qu'on appelle l'invariant vectoriel, ou bien, si vous voulez, aussi est égal à lambda R. Est égal à lambda R. Alors, en effet, donc, on va démontrer ceci. Si P est un point de l'axe central, de la droite delta qu'on appelle axe central, P appartient à delta si seulement si le moment P est égal à I, est égal à lambda R. Alors, si, en effet, si P appartient à delta, ceci c'est seulement si le moment en P, je sais très bien, est parallèle à R. Et s'il est parallèle à R, si seulement si le moment en P est égal à lambda R. Ça, c'est très bien. Ça, c'est simple, c'est direct. Il y a rien, on n'a rien inventé. On a juste exprimé que le moment en P est parallèle à R. Le moment en P est parallèle à R. Si seulement c'est le moment en P est égal à lambda R, avec lambda, il appartient à R. Alors, il ne faut pas mélanger le R avec R. C'est pas la même chose. C'est R, c'est l'ensemble des réels. C'est R. Et là, c'est la résultante. C'est R, c'est l'ensemble des réels. Voilà votre R. Alors, ça, vous avez donc le moment en P est égal à lambda R, lorsque P appartient à l'axe central. Alors, si je multiplie par exemple, je vais donc utiliser la première définition. Alors, si je prends par exemple R, si je prends cette expression, je la multiplie par R scalairement des deux côtés. Je vais avoir R U de P est égal lambda R fois R, c'est lambda R2. Ce n'est pas la peine de mettre un vecteur, vous pouvez mettre un vecteur R2, c'est la même chose. Ça veut dire, si seulement si le lambda est égal à R scalaire U de P sur R2. Parce qu'on a supposé que R est non nul. On a supposé que R, le vecteur R est non nul. On a supposé que le vecteur R est non nul, si vous voulez. Voilà votre vecteur.
Et donc, j'ai ça, donc j'ai le lambda. Si vous avez U de P est égal lambda R, si vous avez un point P qui appartient à delta, ça veut dire que le moment on P est parallèle à R. Si le moment on P est parallèle à R, ça veut dire que le moment de P est égal lambda R. Si le moment on P est égal lambda R, scalairement par R des deux côtés, vous allez avoir R U de P scalaire est égal lambda R. R est égal lambda R2. Alors je vais calculer le lambda à partir d'ici. Pour extraire ce lambda-là, je vais extraire le lambda. Lambda est égal R U de P sur R2. Et donc, si seulement si, je remplace lambda par sa valeur, le U de P est égal, le lambda c'est quoi? C'est R U de P, c'est R U de P sur R2 et scalaire R, et scalaire R, et scalaire R. Ça c'était votre lambda, ça c'était le lambda. Ça c'était l'expression lambda. Vous voyez très bien que U de P est égal R U de P sur R2 fois R, ça n'est rien d'autre que l'invariant vectoriel, hein. Ça n'est rien d'autre, ceci n'est rien d'autre que l'invariant vectoriel I. Ouais, donc un point P qui appartient à l'axe central, un point P appartient à l'axe central, si seulement si son moment au point P est égal à l'invariant vectoriel. Alors ça va nous permettre de faire des petites démonstrations parce qu'on aura besoin, donc cette propriété est très intéressante, on en aura besoin par la suite. Voilà. Voilà, donc on va donc donner ce qu'on appelle l'équation vectorielle de l'axe central. Alors, c'est une manière d'écrire l'équation de l'axe central. Alors, c'est l'équation, donc on va écrire, alors, équation, bien, si vous voulez, équation vectorielle de l'axe central. Alors, c'est une expression sous forme de vecteur. On va exprimer la droite ou bien l'axe delta sous forme de vecteur. Alors, par définition, alors c'est pas par définition, donc je vais prendre donc un torseur toujours, je prends un torseur tau, je recommence, la même chose, U de A et R, et je suppose toujours que R est non nul juste pour l'axe central. R est différent de 0, bien sûr, juste pour la définition de l'axe central. Alors, l'équation vectorielle, l'équation vectorielle de delta est donnée par. Alors, vous allez trouver, dans le cours, hein, dans votre polycope, vous allez trouver que j'ai donné un exemple sur la détermination de l'axe central. Et j'ai donné cet exemple en faisant donc la résolution du problème par 3 méthodes différentes. C'est-à-dire que lorsque je vais écrire l'équation vectorielle de l'axe central, vous aurez donc la possibilité de trouver cette équation par 3 méthodes différentes. L'une des méthodes, c'est celle-ci. C'est d'écrire directement l'équation vectorielle. Alors, P appartient à delta. Donc, je vais écrire ici P appartient à delta. P, c'est un point, je recommence. Hein, P, c'est un point de coordonnées X, Y, Z. Alors, P appartient à delta si seulement si, alors voilà l'équation vectorielle, vous prenez donc votre torseur, la résultante et les moments au point A. Alors, vous commencez par A, vous avez votre torseur qui est donné au point A. Et vous allez écrire A de P, AP. Le vecteur AP est égal, ça c'est l'équation vecteur, est égal à R vectoriel U de A, parce que mon torseur est donné au point A, sur R2, vous voyez très bien que R, elle doit être différente de 0, plus lambda R. C'est ça notre équation vectorielle. Vous voyez très bien que c'est une droite, hein, on peut voir que c'est une droite hein, qui va être parallèle à R hein, par la suite. Hein, vous allez voir que c'est une droite qui est parallèle à R et qui va passer par un point, qui est défini à partir du point A. Je vais pas faire de schéma avant de faire des démonstrations. Voilà. Alors, je vais commencer par faire la première démonstration. En effet, d'abord, je vais essayer de démontrer ceci. En effet, alors, j'ai donc tau est un torseur, vous allez avoir U de P, la loi des moments, U de P est égal U de A.
si j'exprime le moment au point P, U de A plus R vectoriel AP. Et ça, c'est très simple. Donc, le moment au point P, j'ai le moment au point A, mon torseur est donné au point A, le moment au point P, n'importe lequel, le moment d'un point P quelconque, pour l'instant. Alors, si je prends R vectoriel U de P est égal à R vectoriel U de A plus R vectoriel R vectoriel AP. Vous voyez très bien que ceci est égal à R vectoriel UA, est égal à R vectoriel UA, plus, alors ce double produit vectoriel, c'est R APR moins R fois AP, ça fait, donc c'est R scalaire AP fois le vecteur R, moins R fois R, c'est R2 scalaire AP. Voilà l'expression du double produit vectoriel. Et donc, si P appartient à delta, le moment au point P, il est parallèle à R. Et donc, vous allez avoir R vectoriel UP est égal à 0. Donc, si P appartient à delta, cette partie-là sera égale à 0. Donc, P appartient à delta si seulement si R vectoriel EA plus ça est égal à 0. Et donc, si je fais passer ce terme de l'autre côté, je vais avoir R2, ou bien si vous allez avoir R2, et après je divise, AP est égal à R vectoriel U de A, R vectoriel U de A, plus RAP, RAPR. Eh bien, si je divise par R2 plus R est différent de 0, je vais diviser par R2, et je vais avoir ceci, divisé par R2, divisé par R2. Voilà, donc j'ai arrivé à l'expression de la droite vectorielle. Vous voyez très bien que AP est égal à R vectoriel A sur R2 plus lambda R. Et ici, vous avez AP est égal à R vectoriel U de A sur R2, mais plus ce terme-là. Ah ben, je ne sais pas comment dire pour dire que, bien sûr, ça c'est un scalaire. Hein. On peut directement dire que ça c'est un scalaire. On peut le démontrer, mais si vous voulez, je vais faire quand même la démonstration pour vous montrer que ce terme-là, on va l'écrire sous la forme lambda R. Bien sûr, c'est un scalaire qui appartient à R. Donc ceci, R AP sur R2, c'est un scalaire qui appartient à R. Ceci est de la forme lambda R. Donc ce terme-là, tout ce terme-là est de la forme lambda R avec lambda appartenant à R. Mais j'aimerais bien faire la chose suivante. Alors regardez, je vais faire un dessin pour vous montrer un petit peu cette notion d'axe central. Voilà. Voilà mon dessin. Mon dessin est le suivant. Alors je vais prendre, juste pour faire un dessin, je vais supposer que voilà mon point A de l'espace, parce que mon torseur est donné au point A, voilà mon point A de l'espace, voilà le moment au point A, c'est U de A, et je suppose que la résultante est comme ceci, rien que pour avoir une direction. Voilà, par exemple, ma résultante, la résultante du torseur. Ça, c'est votre point A. Ça, c'est la résultante. Alors, d'après l'équation de l'axe central, vous avez AP est égal à R vectoriel A sur R2 plus lambda R. Alors, R vectoriel U1, c'est un vecteur que je vais noter. Alors, ce vecteur-là, R vectoriel U de A sur R2, c'est un vecteur que je vais noter AH, où le point A, c'est un point de l'espace tel que AH égale R vectoriel UA sur R2. D'accord? C'est un vecteur, le vecteur AH, il est perpendiculaire à R, le vecteur AH, il est perpendiculaire à UA, donc le vecteur AH, voilà votre point H, et ça, c'est votre vecteur AH. Le vecteur AH, il est perpendiculaire à R et perpendiculaire à U de A. Alors, je vais d'abord montrer, ce qui est très intéressant, je vais montrer que le point H, il appartient aussi à l'axe central. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je vais vous montrer ça. Ça, c'est une démonstration qui est un petit peu récente. Alors, je vais montrer donc que le point H appartient aussi à l'axe central. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'axe central, delta, que je cherche,
il va passer par le point H. Vous allez voir que cet axe central va passer par le point H, puisque H appartient à delta. Eh bien, pour démontrer que H appartient à delta, en effet, c'est juste une petite démonstration, c'est pas... En effet, je considère la distribution des moments entre U de P et U de H. Je vais avoir U de P, je pense, hein, je vais commencer par cette démonstration, c'est mieux, ou bien U de H. Oui, bon, ben, je vais commencer par U de H, c'est mieux. Alors, U de H est égal à U de A. U de H est égal à U de A plus R vectoriel à H. Voilà U de H. Ça, c'est la définition, la distribution du moment en partant du moment au point A du torseur. Donc, U de H est égal à U de A vectoriel plus R vectoriel. Eh bien, je vais donc remplacer AH par sa valeur. Si AH est donné par ça, je vais avoir ceci est égal à U de A, vous allez voir, plus R vectoriel U de A sur R2 fois R. Non, c'est ça. C'est R vectoriel U de A sur R2. Voilà. Et donc, ceci, ça va me donner, est égal à U de A plus R U de A fois R U de A fois R sur R2 moins R fois R, c'est R2, sur R2, ça fait donc 1 fois U de A, moins U de A. Donc, je vais écrire moins U de A. Je m'excuse pour ceci. Alors, vous voyez donc que U de H, je l'exprime en passant par le point A, U de H égale U de A plus R vectoriel à H, et ceci est égal, en supposant que que AH est donné par cette définition, c'est-à-dire que ce vecteur-là, vous avez AP est un vecteur, est égal à la somme de deux vecteurs, le premier vecteur plus le deuxième vecteur. Ce vecteur-là, je vais l'opposer, est égal à A de H. D'accord? Le vecteur AH. Alors, si AH est donné par cette définition, ce que je cherche, moi, c'est le point H, j'aurai ceci, U de H, est égal à U de A moins U de A, ça va partir, et je vais avoir U de H. Vous voyez, le U de H est égal. C'est très important parce que vous voyez que U de H est égal, U de H, c'est très simple à voir, U de H est égal à R scalaire U de A, R U de A, R U de A, sur R2 fois R. Vous voyez très bien que R U de A, R sur R2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est égal à I, l'invariant vectoriel. Et c'est égal à l'invariant vectoriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H, il appartient à delta. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure, que lorsque H, un point appartient à delta, vous avez le moment au point, ce point est égal à l'invariant vectoriel. Et donc, le H, il va appartenir à la droite delta. Alors, autre chose, je vais rajouter autre chose, vous allez voir. C'est pas suffisant, je vais pas faire une démonstration qui est un petit peu rapide comme ce que j'avais fait dans le cours. En prenant par exemple, regardez, je pourrais prendre directement le plan passant, je pourrais prendre le plan passant par le point A et perpendiculaire à R, je prends un plan P, et voilà mon plan P, qui passe par le point A. Le plan pi, il va passer par le point A et il est perpendiculaire à R au point A. Alors ce plan-là, il va contenir le point H. On va démontrer, si vous voulez, que l'axe delta, il est perpendiculaire au plan, il est en même temps parallèle à R, bien sûr, puisqu'il est parallèle à R, il est perpendiculaire au plan, s'il est perpendiculaire au plan, il est parallèle à R, et passons par H. Et ça, c'est votre axe delta. Vous avez votre axe delta qui est ici, c'est-à-dire que un point P qui appartient à delta, sera égal à la somme de AH plus AP. AH, c'est quoi? AH, c'est R vectoriel A sur R2, plus HP, HP, c'est lambda R.
Et vous avez donc l'équation vectorielle. Mais, je vais continuer la démonstration ici pour vous montrer que HP est vraiment égal à lambda R. Il n'est pas dans l'espace, mais il est parallèle à R, si vous voulez. Alors, comme ça c'est très intéressant, comme vous avez H appartenant à delta et P appartient à delta, cette démonstration à tout ce que j'ai fait ici, vous ne le trouvez pas en cours, hein, vous ne l'avez pas en cours, c'est quelque chose que j'ai rajouté pour la seule et simple raison, c'est que je ne sais pas, parce que j'ai écrit en cours, que AP, que le vecteur AP, je l'ai dissocié en deux parties en cours, est égal à AH plus HP. Et j'avais dit que AH, bien sûr, AH il est perpendiculaire à R, et que HP c'est la partie parallèle. Ça, c'est perpendiculaire, et ça, c'est la partie parallèle. De toute façon, pour dire que c'est la partie parallèle, il faut la démontrer. Il faut démontrer que c'est vraiment parallèle. Alors, c'est ça la démonstration. Ceci est là, que HP, je voudrais démontrer que HP est vraiment égal à lambda R. Je vais démontrer que HP est vraiment égal à lambda R. Alors voilà, donc puisque H et P appartiennent à delta, vous aurez à voir par exemple le moment en P, par exemple, est égal au moment en H, plus R vectoriel HP, comme ceci est égal à I, et ceci est égal à I, puisque P appartient à delta, plus R vectoriel HP est égal à 0. Pardon, ceci entraîne que R vectoriel HP est égal à 0, ceci entraîne que HP est parallèle à R. Et s'il est parallèle à R, ça veut dire que HP est égal à lambda R. Vous voyez très bien que HP est égal à lambda R, est vraiment égal à lambda R, et donc je pourrais donc remplacer ceci. Alors voilà, si donc vous avez tout ça, vous prenez cette expression-là, et vous écrivez AP est égal à AH, AP est égal, elle est où le AH là-bas, AP est égal à AH plus HP, vous faites le produit scalaire, voilà, je vais le faire ici, hein, pour arriver à cette équation. Je vais effacer juste ici, et je vais laisser l'équation de l'axe central, l'équation vectorielle. Je ne sais pas, si on a le temps, je vais faire un exemple, si on n'a pas le temps, ben, tant pis, vous allez voir les exemples, il y a donc un exemple traité en cours. Alors, je vais revenir à mon équation que j'avais démontrée, la voilà, et je vais avoir le AP qui était égal à R vectoriel U de A sur R2 plus R scalaire per AP sur R2, R. Alors ceci, juste ceci, c'est R, AP c'est A, H plus HP, R sur R2, vous voyez? Or, R scalaire AH il est perpendiculaire à R, donc R scalaire A est égal à 0, et R HP est égal à lambda R, ce HP est égal à lambda R, ceci c'est lambda R, vous allez trouver lambda R fois R, c'est lambda R2, par R2 ça va partir, et tout ça, ça va être égal à R, lambda, tout ça, ici c'est lambda, ça c'est lambda, et ça c'est R, donc c'est égal à lambda R, et vous retrouvez cette expression. Alors, si vous voulez, alors, je vais vous donner un exemple. J'espère. Je vais revenir à l'exemple lorsqu'on aura fini, parce que sinon on n'aura pas le temps de finir le cours. Alors, je vais revenir à l'exemple par la suite. Alors, je vais vous dire la chose suivante rapidement, avant d'entamer donc les différents types les deux types de torseurs, c'est-à-dire les glisseurs et les couples. Ce sont les deux types de torseurs importants. Alors, pour déterminer l'axe central d'un torseur, vous avez trois méthodes. 1, 2 et 3. 3 manières de le faire.
Vous prenez par exemple U, P appartient à delta, hein, je vais l'écrire ici, P appartient à delta, l'axe central. Si seulement si U de P parallèle à R, si seulement si, vous prenez U de P est égal à lambda R. Cette équation, ça va vous donner trois équations. Vous allez calculer U de P en passant par A, U de P est égal à U de A, etc. L'égalité, ça va vous donner trois équations. Et ça va vous donner l'équation de l'axe central. Sinon, U de P parallèle à R, si seulement si, U de P vectoriel R est égal à 0. Et là aussi, cette expression va vous donner trois équations. C'est la meilleure. Il faut passer par celle-ci parce que c'est la meilleure. Ça vous enlève le fait de passer par le scalaire lambda qui appartient à R, qu'il faut éliminer pour les calculs, tandis que là, vous n'avez rien. Vous allez calculer U de B vectoriel R, vous aurez le résultat rapidement. Sinon, vous prenez le AP est égal à R vectoriel U de A, et vous ne faites que remplacer sur R2 plus lambda R. Et là aussi, vous avez le lambda, il faut l'éliminer pour avoir l'équation de l'axe central. Eh bien, vous avez un exemple déjà traité dans votre polycope, il faut le voir. C'est très simple, ça ne pose aucun problème pour le calcul. C'est le seul problème, c'est savoir interpréter le résultat que vous avez. Hein. C'est savoir interpréter les résultats, parce que le fait que l'interprétation qui est un peu délicate. Le calcul n'est pas difficile. Alors, je vais définir deux types de torseurs pour s'arrêter, hein, parce qu'il me reste deux feuilles, hein, donc deux feuilles ou bien deux pages. Alors, je vais donc attaquer les deux types de torseurs. Torseurs particuliers. Les torseurs particuliers. Nous avons deux torseurs particuliers. Voilà, je vais diviser le tableau en deux. C'est très simple. J'ai ici, d'un côté, ce type de torseur, je l'appelle le glisseur. Et là, le couple. Alors, un glisseur, c'est quoi? Alors, je vais partir, bien sûr, toujours d'un torse ortho. On part toujours d'un torse ortho. Donné, on a un point A, U de A et R. Voilà mon torseur. Alors, par définition, pour les glisseurs, si la résultante de votre torseur est non nulle, 1, ça c'est 1, si. Et si, 2, ça c'est 1. 2. Et si il existe un point que je vais noter B par exemple, pour ne pas mettre le même point A. S'il existe un point B tel que U de B est égal à 0, alors si la résultante est nulle, vous avez votre torseur. Si la résultante est nulle, et s'il existe un point B tel que U de B est égal à 0, alors, ça c'est la deuxième, hein, alors, votre torseur, vous pouvez l'écrire au point B, son moment au point B est égal à 0, la résultante vous l'avez ici, et lorsque vous avez écrit votre torseur au point B, là où le moment est nul, vous aurez ce qu'on appelle un glisseur et qu'on note par un G. C'est très simple. Alors, pour le couple c'est très simple. Si R est égal à 0, cette fois-ci, si R est égal à 0, ça c'est 1. Il faut avoir les deux. Hein. Deuxièmement, s'il existe un point que je vais noter B toujours, hein, B, C, D, etc., tel que U de B, cette fois-ci, est différent de 0, alors votre torseur ortho, au point B, vous aurez ici U de B, mais vous aurez ici R. Alors, si U de B est différent de 0, vous aurez ici ce qu'on appelle un couple. Un couple, bien sûr, un couple non nul. Si vous avez R est égal à 0, et s'il existe un point B, tel que le moment au point B est égal à 0, le torseur est égal à 0. S'il existe un seul point où le moment est non nul, vous aurez donc un couple. D'accord? Alors, dans tous les cas,
Pour le couple et pour le glisseur, vous avez l'invariant scalaire est égal à 0, aussi bien l'invariant vectoriel. L'invariant scalaire est égal à 0, aussi bien l'invariant vectoriel. Pour les deux. Ici, pour le glisseur, j'ai I est égal à 0, et donc aussi le grand I. Ici, pour le couple aussi, j'aurai I est égal à 0. Mais faites attention, pour le glisseur, je sais que R est différent de 0. Je peux parler d'axe central. D'accord? Je peux parler d'axe central, et l'axe central, c'est très simple à déterminer. Tandis que si R est égal à 0, je ne parle pas d'axe central. Il n'y a pas d'axe central pour le couple, mais pour le glisseur, il existe un axe central. L'axe central du glisseur, vous allez donc, votre torseur tau est égal à R, le moment où B est égal à 0, ça veut dire que vous aurez, pour l'axe central, l'axe delta du glisseur, supposons que votre glisseur G est égal au point B, vous avez R différent de 0, vous allez avoir BP est égal R vectoriel U de B est égal plus lambda R. Vous voyez très bien que BP est égal à lambda R, ça veut dire quoi? Vous avez votre point B, le U de B est égal à 0, ça veut dire que le point B, il appartient, le point B, il appartient déjà, le point B, il appartient à delta, le point P appartient à delta, le point P appartient à delta parce que vous avez ça, et vous aurez, voilà votre delta. Elle est parallèle à R, hein. Elle est parallèle à R, vous aurez donc la résultante, vous mettez votre résultante où vous voulez. L'axe delta, il est parallèle à R, c'est la droite parallèle à R, et passons par B, BP égale lambda R. Voilà donc pour les couples et glisseurs. Alors maintenant, si on se pose la question sur la classification des torseurs, je vais finir dans 5-10 minutes. Hein. La classification des torseurs. Alors, classification des torseurs infinie, hein. Classification des torseurs. Alors, vous avez un torseur tau qui est donné en un point A, par exemple, U de A, et R. Voilà votre torseur. Ça, c'est votre torseur donné en un point, quelconque. Vous allez calculer votre invariant scalaire. 1. Donc, commencez par 1. Vous calculez votre invariant scalaire. L'invariant scalaire, c'est R U de A. C'est R U de A. C'est très simple à calculer, à vérifier. Vous calculez votre invariant scalaire. Si votre invariant scalaire est différent de 0, s'il est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre torseur n'est ni couple ni glisseur. Parce que si I est égal à 0, à ce moment-là, il se peut qu'il soit un couple, soit un glisseur. Mais si I est différent de 0, mon torseur tau n'est ni couple ni glisseur. Ce qui est ni glisseur. Parce que le I est différent de 0. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans ce cas, mon torseur tau est la somme d'un couple plus un glisseur. Ah ben, comment on fait? Vous avez votre torseur qui est exprimé au point A. Donc j'ai un couple, je vais commencer par un 0. J'aurai ici U de A, d'accord? Plus, au point A toujours, R est 0. Vous voyez très bien que ça c'est un couple, et ça c'est un glisseur, parce que si je fais la somme, je vais retrouver, ça c'est une première décomposition, il y a une autre décomposition, c'est la décomposition centrale, mais quand même, lorsque l'invariant scalaire est différent de 0, votre torseur, ni couple, ni glisseur. Très bien. Eh bien, si I est égal à 0, alors si I est égal à 0, j'ai deux cas. Soit mon torseur est un couple, soit mon torseur est un glisseur. Et là, il faut décider. Alors, si I est égal à 0, deuxièmement, si I est égal à 0, j'ai deux choses. Ou bien je suis là, ou bien je suis là. Si I est égal à 0 et R, supposons que R est égal à 0. Si, oui, je ne l'ai pas ici, voilà. R est égal à 0 et
Je vais écrire U de A, et s'il existe, s'il existe un point, s'il existe un point B, je mettrai B, tel que U de B est différent de 0, vous avez votre torseur est un couple. Et s'il existe un point B tel que U de B toujours est égal à 0, vous avez un torseur qui est nul. C'est un couple, mais toujours c'est un torseur nul. C'est un torseur nul. Si R est différent de 0, et puisque est égal à 0, R différent de 0, c'est automatiquement un glisseur. Voilà. Alors on a fini donc ce chapitre. Alors je vous demande de faire l'exercice sur l'axe central. Vous allez faire la démonstration en 3 étapes avec les 3 méthodes possibles et vous allez donc déterminer l'axe central. C'est très simple. Alors la semaine prochaine, je vais commencer le chapitre 2 et entre-temps, tout étudiant qui a des problèmes, d'accord, qui a des problèmes dans le chapitre 1, il doit, ou bien s'il veut, prendre contact avec moi. Je serai donc prêt à prendre contact avec lui, donc à lui expliquer soit directement, pas tout le monde en même temps. Je vais choisir par exemple une semaine où je vais prendre des étudiants, c'est possible que je prendrai par exemple 7 étudiants pour leur expliquer un par un s'ils ont des problèmes. Sinon, alors n'attendez pas que je passe rapidement sur Google Meet parce que j'ai un petit problème avec les étudiants. Il y en a ceux qui ne suivent pas, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à avoir de la connexion, etc. Donc, c'est un problème pour moi. Donc, le mieux, c'est que vous avez votre cours, vous pouvez donc disposer de ce cours et refaire le cours autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous compreniez l'essentiel du cours. Si vous avez n'importe quel problème, vous allez me contacter par email, vous me dites ce que vous avez. Si ça ne marche pas par correspondance, etc., je serai donc obligé de vous contacter et de vous expliquer ce qui vous manque. Et merci pour le chapitre 1.